80 000 foyers privés d'électricité dans le Gard et dans l'Ardèche. La neige est tombée en abondance, le plan Orsec a été déclenché. Attention, la nuit sera très difficile. Les difficultés au sein de l'opposition. Giscard propose un sommet des chefs. Raymond Barre dénonce l'union où tout le monde doit marcher du même pas. Le pape au devant de 12 millions de catholiques indiens. Nous entamons ce soir notre série sur le christianisme au pays de Vishnu. Le monde de piété cède à la tentation. Il vend une collection de faux tableaux qu'il avait pris pour des vrais. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sud-est de la France enfoui sous la neige. La Lozère, le Vaucluse, le Gard et l'Ardèche sont bloqués par le froid. Une situation qui est préoccupante pour l'Ardèche et pour le Gard, justement, où le plan Orsec a été déclenché. Des chutes de neige très abondantes ont en effet rompu les lignes électriques et ce soir, 80 000 foyers sont privés de courant. Tout de suite, le point avec Bruno Ledreff. La tempête de neige a pris tout le monde par surprise. Malgré le travail incessant des chasse-neige, seuls les principaux axes routiers ont pu être dégagés. Ce soir, de nombreux hameaux sont encore isolés. Dans certaines parties du département, la couche de neige dépasse 1,50 m et il en tombe encore. Les hélicoptères sont cloués au sol par le manque de visibilité. La population doit donc se dégager avec ses propres moyens en attendant l'arrivée de l'armée, dont plusieurs unités viennent d'être mobilisées. Les liaisons téléphoniques, l'alimentation électrique ont été coupées à plusieurs reprises. Mais c'est dans l'Ardèche que la situation est la plus critique. Un véritable coup de blizzard s'est abattu sur le département. Le givre formé par le vent, la neige collante qui provoque un alourdissement de 30 kg par mètre ont entraîné l'effondrement de nombreux pylônes électriques. Tous les agents d'EDF sont à pied d'œuvre, mais ce soir, de nombreux foyers grelottent dans le noir. Certaines habitations ont été endommagées et leurs occupants ont dû trouver refuge ailleurs. La neige est sur les chambres maintenant, oui. Alors comment vous allez faire cette nuit? Cette nuit, on pense aller coucher chez le voisin à côté. Pas de chauffage? Pas de chauffage pour le moment, non, parce que ça tombait jusqu'à la cheminée, alors. Pas d'électricité? Pas d'électricité non plus, ça fait 2 jours. Ce mauvais temps a pratiquement interrompu la vie économique de la région. 10 000 personnes sont au chômage technique. Oui, le mauvais temps, la neige donc, et ça n'est apparemment pas fini, Alain Gillot-Pétré. Non. Non, le pire, regardez la photo satellite, le pire arrive. Le pire, c'est ça. Et ça, c'est un monstre. C'est une dépression qui était ici, il en reste un bout là. Elle s'est placée ici et regardez, elle est énorme, elle est alimentée en humidité. Il y a beaucoup d'air froid, une belle descente d'air froid qui arrive. Elle est belle météorologiquement parlant, mais sachez-le, ceci est un monstre très dangereux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais attention, elle a gonflé dans la journée. C'est gorgé de neige pour cette nuit et il y a risque de tempête demain sur la Méditerranée. Oui, on vous retrouve donc à la fin de ce journal pour une météo plus complète, plus détaillée, Alain, à la fin de ce journal vers 20h29. Ça commence par des frissons, ça se poursuit par des courbatures et ça se termine généralement au fond d'un lit. La grippe est là, elle est aux portes de Paris. L'Institut Pasteur vient de dépister les premiers cas. Elle n'a pas encore de nom ni d'origine, mais attention, c'est une maladie qui peut être grave, notamment pour les personnes fragiles. Alors vos explications et vos conseils maintenant pour faire face, Lucie Soboul. Alors tout d'abord, pour faire face, on peut encore se faire vacciner, il est encore temps. L'épidémie, vous l'avez dit, ne sera là que d'ici 15 à 20 jours. On sait que le délai d'efficacité du vaccin est d'une dizaine de jours. On peut donc tout à fait encore se faire vacciner. Alors ça, c'est pour se prémunir. Quand on a la grippe, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, il faut d'abord que je vous précise qui doit se faire vacciner, c'est-à-dire les personnes à risque, donc les personnes âgées, les malades chroniques et tous ceux qui ont des insuffisances respiratoires. Une fois que la grippe est là, eh bien, il vaut mieux attendre. C'est une maladie qui débute très brutalement avec une fièvre importante, des courbatures, des douleurs articulaires. Il faut donc se mettre au lit, attendre que ça se passe, sauf si des complications semblent se développer. Alors, c'est votre médecin qui vous prescrira des traitements spécifiques. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter. Le virus de la grippe 86 est le même que celui de l'année dernière. La population devrait être donc bien protégée. Il y a peu de risques d'une épidémie importante. Peut-être l'amorce d'une piste sérieuse dans l'enquête sur l'assassinat de 15 vieilles dames à Paris entre 1984 et le début de cette année 86. La même empreinte digitale a été relevée dans 3 meurtres différents et aussi dans des quartiers différents. C'est donc le tout premier lien concret entre les meurtres commis dans le 18e arrondissement de Paris et dans le 14e arrondissement. Des assassinats toujours perpétrés selon le même scénario et qui pourraient donc avoir été commis par la même ou par les mêmes personnes. Au total, ce sont 15 vieilles dames, 15 grand-mères, comme on disait alors, qui ont été
assassiné. Il s'en est suivi une psychose qui s'est développée dans toute la capitale. Vous-même, vous avez certainement été interpellé par une voisine ou par une amie âgée qui vous a fait part de ses craintes et de ses inquiétudes. Car l'une des causes de cette angoisse des personnes âgées, c'est le plus généralement l'isolement dans lequel elles vivent bien souvent. Avec pourtant parfois, vous allez le voir, des initiatives fort efficaces. C'est ce que montre ce reportage de Monique Cara. Accueil et service, Equinox, je vous écoute. Je vous téléphone parce que j'ai eu un malaise. La personne qui vient me voir n'est pas là. Alors j'ai peur. Je vais peut-être avoir besoin. Germaine, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais tâcher de vous envoyer le plus rapidement possible votre médecin. Et je vais en même temps appeler votre voisine qui a vos clés et qui va venir ouvrir la porte au médecin. Bon, je vous remercie, monsieur. Pour Madame Germaine, 80 ans et handicapée, la sécurité aujourd'hui, ce sont les voisins qui la parrainent et un appareil qu'elle porte en permanence autour du cou. Pour un abonnement mensuel raisonnable, il lui permet d'appeler au moindre problème et à distance la centrale d'écoute de bénévoles d'accueil et service. Et dans les 5 minutes sera alerté un voisin, volontaire et amical. Ils sont tous dévoués, l'un comme l'autre, et que c'est très gentil de leur part. À une époque où tout le monde s'ignore. J'ai personne, absolument personne, qu'une dame qui vient comme ça, une ancienne femme de ménage qui vient me voir, puis c'est tout. Mais toutes mes amies sont mortes. J'en avais des quantités, elles sont toutes mortes. Je ne demande pas qu'on voisine. Je ne suis pas une personne à voisiner. Mais enfin, tout de même, qu'on s'intéresse un peu. J'ai demandé à une voisine il y a quelque temps, je lui ai dit, ça fait rien depuis le temps que je suis malade, vous auriez pu me téléphoner. Oh, elle m'a dit, je sais pas que ça à faire. Mais aujourd'hui, plus de crainte, il y a pour la sécuriser sa voisine de jour et son voisin de nuit, et cela va même au-delà du simple dépannage. Je viens assez souvent, une fois par semaine c'est sûr, mais quelquefois deux fois par semaine. Je viens lui rendre visite, et ça lui rend service, je lui fais des petits achats également aussi, parce qu'elle peut pas, comme elle ne peut pas sortir, je lui fais quelques achats, des commissions principales. Et vous faites ça pourquoi ? Ça parce que ça me plaît, puis pour rendre service quand même aux êtres humains, il faut bien. Moi personnellement, je crois beaucoup à la solidarité de voisinage, oui. J'estime que par les temps qui courent, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si tout le monde en faisait autant, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes. Solidarité encore avec ce bureau d'écoute téléphonique mis en place à Paris et à Lille. Informations et conseils donnés par des bénévoles retraités eux-mêmes. Travaux de dépannage en tout genre exécutés par des étudiants volontaires. Aide aux transports médicaux et paramédicaux. Avec un seul but, aider et surtout tranquilliser. Les technologies se sont développées, le téléphone s'est développé, on a donné le téléphone gratuitement aux personnes âgées, donc elles ont pris, disons maintenant, l'habitude de savoir téléphoner, et je pense qu'à partir de ce moment-là, où elles s'expriment davantage, on a, nous, travailleurs sociaux, on a davantage conscience des besoins. Le grand mal chez les personnes âgées, c'est la solitude. Donc ce qu'il faut pour nous, c'est tranquilliser et enlever ces angoisses permanentes. Un système de téléalarme qui devrait bientôt se développer sur tout le territoire, avec parallèlement la création de clubs d'entraide dans les régions isolées et les petites villes, une façon comme une autre peut-être de changer les mentalités familiales et de voisinage. Pas du tout. Maintenant que j'ai mon Equinox, j'ai pas peur. La CGT avait appelé une journée d'action aujourd'hui dans 84 villes de France pour protester contre le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. La plus importante se déroulait à Paris. Elle était conduite par Henri Krasuki et rassemblait entre 10 000 et 50 000 personnes selon les sources. À noter une nouvelle initiative, la signature de pétitions qui ont circulé un peu partout en France pour protester contre ce projet de loi. Cela dit, le mouvement a entraîné assez peu de perturbations, que ce soit à la SNCF, à EDF ou encore dans les transports en commun. Cette flexibilité du temps de travail suscite décidément de beaux remue-ménages, que ce soit dans la rue ou au Parlement, où le Sénat discute du projet, ce qui nous vaut aussi parfois quelques jolis chahuts. Pourtant, cette flexibilité, cet aménagement, existe déjà dans plusieurs entreprises. C'est le cas de la société Merlin-Gérin, et ce fut même l'accord du mois retenu dans notre magazine économique Action. C'était la semaine dernière. Voici le reportage de Nicolas Jacobs.
4 jours de travail, 3 jours de repos, c'est la semaine de Bernard Armand. Dès le vendredi matin, il peut se consacrer à sa passion, l'assistance radio. Une bonne affaire, dit-il. Disons que ce week-end à Rallonge, bon, bah, ça permet beaucoup de choses, aussi bien pour le loisir que pour les petits travaux de la maison, quoi. 3 jours, c'est toujours appréciable. Chez le constructeur de matériel électrique Merlin-Gérin, ils sont 60 à être dans le cas de Bernard Armand. Une semaine de travail de 36 heures au lieu de 37h30, répartie sur seulement 4 jours, sans perte de salaire. Certains travaillent du lundi au jeudi, d'autres du mercredi au samedi. La plupart sont volontaires. Donnant-donnant, ce système a permis à l'entreprise, malgré la réduction du temps de travail, d'augmenter sensiblement la durée de fonctionnement des machines et affirme la direction d'éviter des suppressions d'emplois. L'accord a été signé il y a 1 an par la CFDT, EFO et la CGC, mais la CGT, elle, a refusé de signer. Tout confirme que la CGT avait raison lorsqu'elle évoquait un certain nombre de préoccupations concernant l'emploi, la formation, la qualification, les conditions de travail. Aujourd'hui, l'emploi continue à se dégrader dans ces secteurs. La formation et la qualification, à l'évidence, n'ont pas suivi et les conditions de travail se sont aggravées. Pourtant, parmi les salariés concernés, cet accord est plutôt bien accueilli. 9 heures de travail dans la journée, c'est pas trop dur. Non. Ah oui, à tout premier jour, bon, 1 heure plus, mais après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça passe tout seul, les semaines on les voit plus passer, et ça arrange tout le monde. Ou plutôt presque tout le monde. Un problème, le travail le samedi. Il concerne 30 personnes et parmi elles, toutes n'étaient pas volontaires. Je viens d'une boîte qui a fermé, d'une filiale de Merlin, et ils nous ont remis ici, et on n'a pas eu le choix. Vous aimeriez passer en début de semaine, vous? Ah ouais? Ouais, bien sûr. Et là, le système vous intéresserait? Ouais, à fond, ouais. Ce sera la prochaine étape des négociations, établir un tour de rôle le samedi, une fin de semaine flexible en quelque sorte. En politique, les turbulences qui agitent l'opposition nous fournissent ce soir l'essentiel de l'actualité. Hier, Valéry Giscard d'Estaing était l'invité de l'heure de vérité sur Antenne 2, l'occasion de préciser ce qu'était pour lui le tiercé gagnant des élections, à savoir le respect de la Constitution, l'installation d'une économie libérale et l'union de l'opposition, avec une suggestion, réunir autour de lui un sommet des chefs de cette opposition. Jacques Chirac ce soir semble d'accord. Quant à Raymond Barre, je vous propose d'écouter ce qu'il a répondu tout à l'heure à Gérard Inet. Vous allez voir, c'est très bref. Monsieur Raymond Barre, irez-vous à Clermont-Ferrand? En d'autres termes, allez-vous répondre favorablement à l'invitation de Valéry Giscard d'Estaing? Aucun commentaire à faire à ce sujet. C'est une très courte réponse, vous en conviendrez. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais on peut imaginer le sort que Raymond Barre fera à cette proposition de sommet de l'opposition si l'on se reporte au jugement qu'il a porté hier soir sur l'union de l'opposition. Je me suis battu hors du microcosme. Je me suis battu tout seul. Les gens se frottent les mains. Ils se disent, il n'a pas de parti, il est marginalisé, on va l'isoler, on va le marginaliser. Et on a trouvé cette forme particulière du totalitarisme microcosmien, c'est-à-dire l'union. Oui, très en forme Raymond Barre, décidément. On a comme l'impression qu'il brouille une nouvelle fois les cartes et que l'union apparaît une nouvelle fois, là encore, impossible. C'est vrai, les communistes devraient réclamer des droits d'auteur. Étienne Fajon avait inventé une formule devenue célèbre au temps du programme commun. L'union est un combat, disait-il. Eh bien, la formule change de camp. Elle passe à droite, aux grandes dames de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, plus solidaires que jamais. Pour le plus grand plaisir de Raymond Barre, plus solitaires que jamais. Leurs positions respectives sont maintenant connues. Il faut gagner, disent-ils, tous les trois, dans un même élan. Mais pour quoi faire? Pour gouverner, affirment déterminés Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Pour contraindre François Mitterrand à partir, réplique tranquillement Raymond Barre. Une dissonance totale, que le député de Lyon n'a pas l'intention de masquer. Elle semble même l'amuser et lui permet de faire entendre une autre musique, la sienne. Cette partition en solo irrite l'ancien chef de l'État et le président du RPR, mais Raymond Barre continuera de la jouer, d'abord par conviction. Il ne croit pas à la cohabitation. Ensuite, par intuition, il n'exclut pas une élection présidentielle anticipée. Alors il se prépare et creuse chaque jour un peu plus son sillon, quitte à dérouter les électeurs de l'opposition. Mais Raymond Barre est obstiné.
J'ajoute à tout cela un sondage réalisé par Gallup et publié par l'Express dans sa livraison de cette semaine. Il nous apprend que l'écart entre la gauche et la droite pour les législatives se situe à 8 points. L'ensemble des partis de l'opposition recueillent 51% des intentions de vote et ceux de la majorité 43%. Les écologistes de leur côté sont crédités de 6%. La politique, eh bien, c'est aussi le livre que publie François Mitterrand et qui est en vente à compter d'aujourd'hui dans les librairies. Un livre à la charnière de la politique et de la diplomatie, puisque le chef de l'État y mène une réflexion sur la politique extérieure de la France. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage de 440 pages qui reprend l'essentiel des grands discours de politique étrangère du chef de l'État, avec une très importante préface quand même, 248 pages, donc beaucoup plus neuve. Georges Bortoli en a retiré les grands thèmes qui peuvent donc apparaître ce soir comme un bilan. Une formule de François Mitterrand, auteur, on manque d'Europe comme on manque d'air dans le métro. Pour achever cette Europe jamais terminée, François Mitterrand, président, a misé en premier lieu sur l'amitié franco-allemande solennellement réaffirmée à Verdun. Et c'est au nom de l'Europe, mais plus encore au nom de la France, écrit-il, qu'il a pris ses distances avec la nouvelle stratégie spatiale de Ronald Reagan. Indépendance nationale, autonomie complète des forces françaises conventionnelles ou nucléaires, malgré de notables divergences sur la guerre des étoiles, ces positions sont, pour l'opposition, admissibles. Comme l'est le fait que M. Mitterrand ait déroulé le tapis rouge devant M. Gorbatchev, mais après avoir approuvé l'installation des Perchites en Europe, et surtout sans admettre que Moscou puisse s'arroger un quelconque droit de regard sur la modernisation de nos forces nucléaires. En revanche, l'opposition blâme très sévèrement la rencontre avec Kadhafi où elle voit une démarche personnelle du président sans que le ministre des Relations extérieures y ait été présent. Car, bien entendu, dans ce domaine, beaucoup dépendra, si l'opposition gagne les prochaines élections, des rapports Élysée-Quai d'Orsay. Par exemple, au prochain sommet des industrialisés à Tokyo. Quel sera le poids du président et quel sera le nouveau poids du ministre des Affaires étrangères qui jusqu'à présent n'était que son exécutant? Les réponses diffèrent un peu dans l'opposition, suivant qu'on est plus ou moins cohabitationniste, mais M. Mitterrand, lui, s'efforce de baliser ses propres positions en essayant de démontrer par ce livre que sa politique extérieure est une politique de consensus, avec une référence presque explicite à De Gaulle quand il parle de l'ambition que d'instinct, de passion, de raison, il nourrit pour la France. Pas de nouvelles chaînes de télévision ces dernières 24 heures, c'est presque une information. Il y en a toujours 7 ou presque, rien de nouveau depuis la nuit dernière. La 8e, ce sera donc pour plus tard. L'Orchidée et le Maréchal, la première vient d'être présentée par le ministre de la Défense. C'est le nom du système français qui permettra de surveiller le champ de bataille. Quant au Maréchal, eh bien c'est le Maréchal Leclerc qui donne son nom au futur char de combat français. Il en est aujourd'hui au stade du prototype, mais grâce à notre spécialiste Michel Halal, vous pouvez voir à quoi va ressembler ce nouveau blindé qui pèse une 50aine de tonnes et qui est équipé de visées laser, lui permettant de tirer par tous les temps. La marine américaine poursuit ses recherches au large de Cap Canaveral dans l'espoir de trouver de nouveaux débris de la navette, ce qui permettra peut-être de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé 72 secondes après son décollage. Les spécialistes de la NASA ont notamment récupéré une console de pilotage. Par ailleurs, ils continuent d'éplucher les enregistrements de toutes les opérations effectuées au sol, comme à bord de la navette, juste après le tir donc de Challenger. Lorsque l'on évoque l'Inde, on imagine immédiatement deux communautés face à face, la communauté hindoue et la communauté musulmane. Ce sont les deux religions qui dominent ce pays. Mais on oublie alors de compter les 15 millions de catholiques. C'est pour les rencontrer que Jean-Paul II entame samedi une visite officielle de 10 jours dans ce pays. 15 millions de chrétiens face à 600 millions d'hindous. Les hindous qui sont inquiets devant le succès des conversions au christianisme dans les tribus notamment du nord-est de l'Inde. Voici le premier reportage que nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud et Bernard Pussosso, ont rapporté de cette région. Ils vont nous permettre jusqu'à la fin de la semaine de mieux comprendre les raisons du voyage de Jean-Paul II dans ce pays immense. Leur reportage. 3000 fidèles assistent chaque dimanche à la première messe du matin dans la petite ville de Ranchi au nord-est de l'Inde. Dans cette région tribale, la chrétienté apportée par les missionnaires n'a pas 100 ans, mais elle est en progrès constant, ce qui heurte les hindous. Le père Minj est lui-même originaire des tribus Mundas qui peuplent la région et vit comme une offense l'hostilité de certains groupes hindous à la religion chrétienne. Une certaine secte connue sous le nom de RSS nous a condamnés. Ils sont très marqués par le communalisme. Ils pensent que l'Inde est uniquement pour les hindous et si des chrétiens sont là, ils doivent être tenus à l'écart.
So if Christians are there, they are outsiders. L'Église ici ne nourrit pas son homme et le père Minge, qui dit la messe du dimanche, est avocat pendant la semaine. C'est pour soutenir ces chrétiens des tribus du Nord, isolés dans un vaste océan d'hindouisme, que Jean-Paul II va s'arrêter ici. Hier, ces enfants et leurs familles étaient considérés comme inférieurs aux intouchables et méprisés par les propriétaires terriens hindous. Aujourd'hui, le christianisme leur a redonné une dignité en les libérant de cette prison qu'est le système des castes dans l'hindouisme. C'est le cas de cette famille, les Koudjour. Leurs parents étaient païens et se sont convertis au christianisme. Hier pratiquement esclaves, monsieur et madame Koudjour ont pu grimper dans l'échelle sociale et sont aujourd'hui vétérinaires. Dans leur maison de Ranchi, les images de la Vierge décorent tous les meubles. C'est à elle, dit la famille Koudjour, que nous devons notre place dans la société. Avec la venue du pape, nous serons reconnus aux yeux du monde. Les missionnaires nous ont délivrés du démon du mal, car ma famille était oppressée par les propriétaires terriens hindous. Mais aujourd'hui, dans la vie quotidienne, je ne sens pas de malaise avec les hindous et je suis fier d'être chrétien. C'est pourtant dans le temple voisin de Rama que les extrémistes hindous, les RSS, recrutent leurs militants. Ils estiment que le fondement de l'Inde est l'hindouisme et que toute autre religion remet en cause l'unité nationale. Leurs principaux ennemis sont les musulmans, viennent ensuite les chrétiens, avec surtout les missionnaires qui ont converti les tribus à la chrétienté. Le pape est le bienvenu en tant que chef religieux, mais il ne doit pas venir ici pour convertir les gens. Il devra déclarer que toutes les religions sont égales. À Ranchi, un habitant sur deux est aujourd'hui chrétien, 400 000 fidèles. Malgré la méfiance des hindous, c'est la région de l'Inde où la chrétienté fait les plus grands pas. Le seul diocèse de Ranchi a déjà donné 12 évêques à l'Inde. Une image symbole, celle du prince Felipe, héritier de la couronne d'Espagne, qui vient de prêter serment à la Constitution. Il a 18 ans et c'est une première dans l'histoire de ce pays, l'Espagne donc revenue à la démocratie, puisqu'aucun prince héritier d'Espagne n'a jusqu'à présent prêté serment à la Constitution. Le prince des Asturies, c'est le titre de celui qui régnera donc sous le nom de Felipe VI, était ainsi au centre d'une cérémonie tout à la fois protocolaire et hyper médiatique. Ma tante vend ses faux tableaux. Ce n'est pas un message personnel, encore moins une petite annonce, mais je n'ai pas trouvé de meilleure façon pour vous dire que le Mont-de-Piété, ou encore les Clous, ou encore le Crédit Municipal, bref, le dernier endroit où l'on va gager ses biens lorsque l'argent fait défaut, ma tante donc s'apprête à une vente exceptionnelle de tableaux. Avec une précision quand même, ils sont faux, alors qu'elle croyait qu'ils étaient vrais. C'est l'histoire que nous raconte maintenant Pierre Champetier. Saviez-vous que Memling, le maître de Bruges, était un farceur? Regardez cette Vierge, une vraie Sainte Nitouche. Et le petit Jésus, comme il a l'air innocent. Dans sa main, il tient une poire bien juteuse, qui, il y a 15 ans, a coûté au Crédit Municipal de Paris la bagatelle de 2 900 000 francs lourds, soit, avec l'inflation et les intérêts composés, l'équivalent de 7 millions d'aujourd'hui. Ma tante se souviendra longtemps du jour où un certain prince Orsini mit au clou toute sa collection de famille. 20 tableaux inestimables. Les plus grands noms de la peinture italienne, Guardi, Piero della Francesca, Canaletto. Tous faux, mais avec les meilleurs certificats du monde, fournis, devinez par qui? Par un expert du Crédit Municipal. Bien entendu, le prince Orsini n'était pas plus noble que vous et moi, et fila avec l'argent. Personne ne sait où il s'était procuré ce stock de faux tableaux, peints au milieu du 19e siècle, et par un faussaire de talent qui poussait la conscience professionnelle jusqu'à restaurer ses toiles pour faire plus vrai. Le pot aux roses découvert, ma tante se retourna contre ses commissaires-priseurs et ses experts. À l'époque, elle n'avait guère de chance avec tous ces messieurs. Fernand Legros et ses amis n'avaient rien trouvé de mieux pour faire authentifier et blanchir leurs faux que de les faire passer quelques mois par le Crédit Municipal. Bref, 15 ans plus tard, avec l'autorisation du juge, ma tante s'est débarrassée de ses croûtes, en annonçant la couleur. À 10 ou 20 000 francs pièce, record 40 000 francs,
La vente, effectuée dans la plus grande discrétion, sous l'œil indiscret de notre caméra, a rapporté une misère. Bonne affaire pour les marchands, qui, n'en doutons pas, ont acheté ces faux à titre de simple curiosité. Il serait tout de même étrange que le miracle des poires se répète à l'infini. Voilà, peu de choses en sport aujourd'hui, si ce n'est le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France de football. Il y aura 3 matchs opposant les équipes de première division, face à face Auxerre et Sochaux, Lille et Brest, Le Havre et Rennes. Paris Saint-Germain sera opposé à Montpellier, équipe de division 2, et Bordeaux Red Star, un autre club de 2e division. Quant à Évry, la petite équipe de ces 16e, eh bien, elle affrontera Tours. Les matchs auront lieu les 15 et 19 février prochains. Voici le détail donc de ce tirage au sort de ces 16e de finale. J'ajoute à cela que c'est Henri Guérin qui succédera à Michel Hidalgo comme directeur technique national du football français. Et puis je vous communique les résultats du quartet qui se courait aujourd'hui à Vincennes. 8, 19, 14 et 16, ce qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 693 881 francs et dans un ordre différent 26 873 francs, toujours pour 5 francs. Nous arrivons maintenant à la météo avec Alain Gillot-Pétré et donc une très mauvaise météo pour demain. Oui, en effet, on ne plaisante pas. Là, on ne plaisante plus aujourd'hui parce que nous nous trouvons dans une situation tout à fait rarissime. Regardez la photo satellite. D'habitude, les centres des dépressions passent ici, sur l'Irlande et sur la Grande-Bretagne. Eh bien, voici un premier centre dépressionnaire qui est vraiment aux portes de la Bretagne, et voici un deuxième centre dépressionnaire extrêmement actif, ce qui fait que le cœur des dépressions se situe sur notre pays. Et regardez l'importance de la masse nuageuse de cette dépression-ci, qui se situe juste sur le Languedoc-Roussillon. Regardez, ça vient de l'Atlantique, beaucoup d'humidité, ça passe sur la Méditerranée, ça se gorge d'humidité, et vous avez une très forte descente d'air froid, un très fort contraste thermique entre ces deux masses d'air, ce qui fait que vous avez déjà vu en début de journal toute cette neige, eh bien vous n'avez encore rien vu, car cette nuit risque d'être extrêmement mauvaise pour toutes les régions qui se situeront, disons, la région ariégeoise, les Cévennes, le Massif central, et même en plaine jusqu'au sud-est. Il est possible que demain nous ayons plus des vents de tempête, demain matin en tout cas sur la Méditerranée, d'où la formation de congères. En plus, il y a une situation tellement mauvaise que non seulement vous pouvez avoir des dégâts, mais aussi mort d'homme. Je dis bien mort d'homme et je pèse mes mots, car c'est vraiment une perturbation extrêmement dangereuse. Si vous êtes sur ces régions, soyez très prudents si vous avez à circuler. Pour le reste, eh bien, le nord du pays, pour le moment, sera épargné, mais on s'attend dans les jours prochains, me dit la météo nationale, à ce que cette perturbation gagne le nord du pays en s'atténuant tout de même. En tout état de cause, regardez la carte des prévisions pour demain. Sachez donc que, allez hop, au sud du pays, le temps sera extrêmement nuageux, avec des pluies souvent très abondantes. Sur l'Aquitaine, sur la Méditerranée, je vous rappelle ici la possibilité de tempêtes d'est sur la Méditerranée, et des neiges très abondantes sur la région ariégeoise, les Cévennes, le Midi-Pyrénées, le sud du Massif central et les Alpes. Sur le nord du pays, quelques chutes de neige sporadiques alternant dans un ciel très bouché avec quelques toutes petites éclaircies. Température en baisse évidemment, de -1 à 1 degré au nord-est, 5 à Paris, 3 dans le nord, de 3 à 5 degrés au nord-ouest, de 2 à 4 degrés au centre, de 5 à 7 degrés au sud-ouest, de 8 à 11 degrés près de la Méditerranée. On est largement en dessous des normes saisonnières. Un bon point quand même pour ceux qui vont au sport d'hiver, l'enneigement moyen. Vous allez voir maintenant les relevés de neige. On ne les a pas ? On ne les a pas, tant pis. Sachez simplement qu'il y a évidemment énormément de neige sur tous les massifs et qu'avec ce qui va tomber, il y en aura encore plus. Côté agenda, celui-là on l'a. Demain, nous serons le vendredi 31 janvier, on en terminera avec ce mois. Le soleil se lèvera à Paris à 8h24, il s'y couchera à 17h45, ça nous fera 3 minutes de soleil en plus. Bonne fête à toutes les Marcelles, il fera 4 degrés à Yvetot et encore une fois, soyez vraiment prudents. Oui, en dehors de ces conseils de prudence, je vous rappelle la principale information de ce journal, l'arrivée de la grippe en France. On vient de dépister les premiers cas. Alors attention, prenez vos précautions et surtout faites-vous vacciner. Voilà, dernier rendez-vous avec l'information, c'est le journal de Bernard Pradino aux environs de 23h15. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.